je pense que vous aurez énormément de questions à poser et des experts plus talentueux que moi sur ce domaine. J'ai pris une petite note pour oublier personne, et donc je voulais tout d'abord remercier Rémi Forte et Emmanuel François. En tout cas, merci beaucoup pour le temps consacré, et c'est un honneur pour vous voilà, d'avoir des gens de talent sur ce sujet et partager vos expériences et entre autres vos connaissances. Voilà. Je voudrais aussi remercier nos deux directeurs du certificat, puisque Financia lance un certificat en crypto et blockchain, donc qui nous a aidé à le construire. Hein. Donc merci à Stéphanie Flanchet et Yann Le Floch. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut aussi les remercier. Donc merci à tous, et je passe la parole à mon ami Maximilien de Finance Innovation. Merci beaucoup. Merci Alfonso. Alors, on devient des habitués des introductions avec Alfonso. On avait fait un gros event. Alfonso a été à l'initiative d'un gros event qu'on a fait au Palais Brognard il y a 2-3 semaines. Hein. En fait, on a fait une masterclass Real Estate Tech, PropTech, qui a très très bien marché. Alfonso a rempli l'amphi. Et nous, du côté des PropTech du pôle, elles sont très contentes. Il y a eu une embauche auprès d'une étudiante de Financia. Il y a eu des livres épais, a eu 100 téléchargements le lendemain de l'événement. C'est quelque chose qui a marqué l'esprit des startups. Donc merci beaucoup Alfonso de cette initiative, de nous avoir sollicité pour trouver les startups, et elles sont hyper contentes. Et merci aussi de m'avoir demandé de venir faire l'introduction sur ces certificats blockchain, crypto. Alors nous, c'est important, chez Finance Innovation, on est le cluster de la finance digitale et de la fintech. On a 7 axes, banque, assurance, gestion des actifs, finance durable et solidaire, gestion et finance d'entreprise, finance durable et solidaire, assurance, et le dernier qu'on a sorti, donc c'était des débats, comment on le nomme, et finalement on l'a nommé finance décentralisée et blockchain. Et alors je vais peut-être pas forcément être d'accord avec Rémi, hein, j'ai vu la vidéo hier, qui était une super reportage, mais en gros, nous, notre position, pourquoi on n'a pas voulu l'appeler crypto? Parce qu'on pense que des applications de la blockchain il y a la crypto, mais il n'y a pas que la crypto. Et on trouve que ce qui est très intéressant, alors ça va être peut-être un sujet du débat ce soir, pour nous, ce qui est très intéressant, c'est les NFT. En fait, c'est le fait qu'on puisse tokeniser pas seulement la monnaie, mais aussi l'assurance, l'immobilier, et surtout tokeniser les contrats. Et donc, la technologie blockchain, alors évidemment, le Bitcoin, c'est hyper important, puisque ça a été le premier. Donc, il faut souligner le fait qu'ils étaient first mover. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment la technologie qu'il y a derrière, qui a été reprise, et qui a été reprise par les États. Rémi le dit bien dans le reportage, monnaie digitale de banque centrale, mais ça a été repris par les États parce que justement les États veulent contrôler la privacy, voilà, ils veulent avoir la main là-dessus. Donc la monnaie, c'est un privilège étatique historiquement. On pourrait discuter, est-ce que le Bitcoin est j'imagine que vous allez en parler, est par essence instable parce qu'il est décentralisé? Est-ce que ça, c'est des trucs de théorie économique, hein. Est-ce que le Bitcoin, parce que c'est une monnaie qui est basée sur la valeur travail, c'est une monnaie où donc on ne peut pas faire de création monétaire, mais donc ça implique une difficulté à son expansion. Enfin, il y a plein de sujets théoriques sur le Bitcoin. Donc je vais laisser la parole à notre panel. En tout cas, merci beaucoup à Financia de m'avoir demandé de faire cette introduction. Nous, on est partenaire du certificat blockchain, crypto et finance éthique. N'hésitez pas, on fait le 8 décembre le FinOv, donc l'événement de fin d'année du pôle. Il y aura une trentaine de stands de FinTech, il y aura des tables rondes sur le PropTech, FinTech et tous nos sujets, donc n'hésitez pas, c'est entrée gratuite, donc sur le site du pôle, ou FinOv, vous tapez FinOv, vous allez trouver pour vous inscrire. Et je laisse la parole à Nassima qui va animer le panel. Merci à tous. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc on est ravis ce soir de pouvoir vous présenter la première conférence organisée par le certificat blockchain, crypto et finance éthique. Et pour le lancement, on a voulu taper fort, et donc on a la chance d'avoir ce soir 4 experts sur ces sujets-là. Je vais expliquer un petit peu d'où est née cette conférence. Elle a été inspirée en fait du documentaire
à grand succès réalisé par Rémi Forte, le mystère Satoshi, donc un documentaire Arte qui a rencontré vraiment un grand succès avec plusieurs millions de vues. Et donc, on s'est complètement inspiré de ce documentaire pour construire la conférence. Et donc, ce soir, on va vraiment pouvoir vous expliquer en long et en travers l'origine du Bitcoin et les perspectives qu'on peut en dresser aujourd'hui. Alors, je vais me permettre de présenter nos speakers de ce soir. Donc, nous avons Rémi Forte, le réalisateur du documentaire. Donc, Rémi qui a été diplômé d'un master de cinéma à Paris 1 en 2010, puis chargé de production sur les documentaires et des émissions de télévision. Et à partir de 2017, Rémi est devenu auteur-réalisateur pour plusieurs chaînes comme Arte ou encore la RTBF. Et donc, comme je le disais, donc, il a co-réalisé avec Julien Goetz le documentaire Le Mystère Satoshi, qui a été produit par Arte et ICO. Ensuite, Emmanuel François, donc, qui a eu une carrière de dirigeant d'entreprise, puis de conseil dans le domaine du développement durable et du numérique. Et donc, il a fondé, il y a 10 ans, la Smart Building Alliance for Smart Cities, qu'il a présidée jusqu'à mi-2022. Et aujourd'hui, il se concentre beaucoup sur la gouvernance de la donnée. Donc, également un sujet qui sera abordé ce soir avec vous. Nous avons aussi l'honneur d'avoir comme modérateur ce soir donc 2 membres du comité de direction du certificat. Stéphanie Flachet, donc à ma gauche. Donc, Stéphanie, qui est ancienne bancaire de la BNP Paribas. Et donc, pour plusieurs missions, banquier d'entreprise, manager en banque d'investissement ou encore chef de mission à l'inspection générale. Il y a quelques années, Stéphanie a décidé, comme elle le dit souvent, de faire un choix qu'elle a appelé éthique. Et donc, elle a quitté le secteur bancaire et pour vraiment contribuer à la réinitialisation du système économique. Et puis, donc, nous avons Yann Le Floch, donc, qui est ingénieur des mines de formation, ancien collègue de Stéphanie puisque ancien de la BNP Paribas également, et donc qui a été en charge, qui était en salle de marché, puis en charge du blockchain lab de la banque. Et donc il est passionné par les enjeux de digital money et de l'économie programmable depuis une quinzaine d'années environ. Et aujourd'hui, il conseille des institutions et des États sur les questions de monnaie programmable. On va passer maintenant au sommaire. Donc ce soir, ensuite, je passerai la main à Stéphanie. Donc ce soir, on va y aller de manière chronologique. On va faire tout d'abord un retour sur le documentaire. Donc partager avec Rémi les petites confidences autour du documentaire. Ensuite, on reviendra aux sources, donc aux origines de Bitcoin. Puis on passera à la question centrale de la confiance. On enchaînera avec la donnée, puisque c'est une question centrale quand on parle de digital money. Et on terminera par une question que j'adresserai à nos chers speakers sur Bitcoin, à savoir est-ce que c'est le symptôme d'une économie qui va mal ou est-ce que ça en est son remède. Et donc, sans plus tarder, je laisse la main à Stéphanie. Et puis, je vous remercie à tous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassima. Alors, ce soir, on va refaire le match et on va débriefer ensemble sur un match qui a commencé en 2007, celui de Bitcoin. Et donc, on va commencer par passer une dizaine de minutes ensemble en se concentrant sur Rémi, en revenant sur ton documentaire, Rémi, qui n'est pas un reportage, mais le mystère Satoshi. Et juste avant, nous avions envie de faire un peu plus connaissance avec vous, qui êtes ici, présents physiquement, et ceux qui sont derrière leur écran via YouTube, je crois. Et on voulait vous poser 2 questions, à laquelle, s'il vous plaît, vous pourriez lever la main. Première question, qui parmi vous a vu le documentaire de Rémi, le mystère Satoshi ? Voilà. Et puis ceux derrière votre écran, vous pouvez répondre aussi, parce qu'on vous sent, on vous entend. Ah oui, quand même, une bonne majorité, énorme majorité même. Et alors, deuxième question, mais sous la forme interronégative, vous allez voir, c'est un petit exercice du cerveau. Qui parmi vous n'a pas de Bitcoin ? Ah oui, même proportion. On m'a volé mon téléphone et j'ai perdu le code. Un vrai sujet. Alors Rémi, le mystère Satoshi. Quelques mots juste avant de te poser une première question sur ton documentaire. Donc c'est un documentaire qui est sorti presque il y a un an jour pour jour, le 16 novembre 2021. Un documentaire qui dure 1 heure, qui avait été diffusé sur Arte en 6 épisodes de 10 minutes, sous un format, pour ceux qui l'ont vu, très original. En fait, c'est une web-série animée, dans une ambiance très science-fiction, avec des références à Tron, à Blade Runner, à Akira également. Et aussi un biais ou un choix très original
de faire vivre Satoshi Nakamoto, donc le créateur supposé de Bitcoin. Et donc, tu lui as prêté une âme, en quelque sorte. Et donc, Satoshi est le narrateur tout au long du documentaire. Et tout au long du documentaire, pour ceux qui l'ont vu, on est vraiment pris dans une ambiance, une espèce de tension entre cet idéal de liberté qui était à la base de Bitcoin et puis ce contrôle, tu as employé le terme, Maximilien, ce contrôle latent des États, des big tech. Et donc, voilà, une heure fascinante, moi qui l'ai vu 3 fois, j'aurais dû le voir 3 fois. Et d'ailleurs, sur tout début du documentaire, peut-être au bout de quelques secondes, tu fais dire à Satoshi cette phrase « Préserver sa vie privée à l'ère de l'exposition de soi, c'est un acte révolutionnaire ». Alors Rémi, première question, mais alors pourquoi donc ce sujet? Tu es réalisateur, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi décides-tu, il y a quelques années, de réaliser ce documentaire? Du coup, on est bonsoir à tous et à toutes, merci. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin en 2017. J'ai un ami qui arrêtait pas de m'en parler. Et puis, au début, bon, voilà, un peu comme tout le monde, j'écarte ça du revers de la main et je me dis à quoi ça sert une monnaie numérique. Enfin, je veux dire, j'associais ça un petit peu à de la monnaie de jeux vidéo, comme quand on joue à Mario, on gagne des coins et puis en fait, c'est un truc centralisé dans une base de données, ça n'a aucun intérêt. Et en me renseignant, parce qu'il continuait de m'en parler beaucoup, il était très passionné. Et en me renseignant, j'ai compris que c'était pas du tout ce que j'entendais dans les médias. C'est-à-dire qu'à cette époque, on était à l'orée de la bulle des 20 000 $. Donc un bitcoin allait toucher les 20 000 $. Donc c'était en décembre 2017. Et puis on en parlait surtout avec l'angle énergivore ou spéculatif, où on disait c'est la monnaie des criminels, etc. Et en fait, moi, en me renseignant, j'ai surtout été totalement frappé par l'innovation informatique que le programme représente. Donc, c'est-à-dire utiliser le pair à pair, donc un réseau décentralisé à travers lequel tout le monde finalement communique des données pour créer une monnaie qui soit décentralisée. Voilà, ça c'était vraiment mon premier déclic. Et puis après, la figure de Satoshi. Donc j'étais là. Non seulement on a réussi cette prouesse-là, mais la personne qui a réussi, on ne sait pas qui c'est. Et ça, en 2000, donc on était en 2017, Facebook était déjà bien installé, mais quand Satoshi publie Bitcoin en 2009, on est au début des réseaux sociaux, on est vraiment voilà, l'ère du narcissisme généralisé commence à apparaître comme ça. Et puis quelqu'un fait le choix de rester dans l'ombre. Donc en fait, je me suis dit que j'allais entremêler deux arches pour raconter l'histoire du Bitcoin. Donc, essayer de décrypter l'invention et en même temps m'intéresser à l'identité de Satoshi, parce que cette histoire-là, elle est totalement folle. Il y a des péripéties au fil des années et il y en a encore. Et donc, ça me paraissait être un bon moyen d'intéresser le spectateur et les spectatrices et de les saisir au début et de plus les lâcher, en fait. Voilà. Au début du reportage, Rémi, tu fais dire donc à Satoshi « Je m'appelle Satoshi Nakamoto, vous ne me connaissez pas, du moins pas encore, pourtant mon invention va bouleverser vos vies. » Alors Rémi, est-ce que le Bitcoin a bouleversé ta vie? Ah, la mienne? Oui. Il l'a pas bouleversé, mais oui, ça a changé des choses quand même. Ça m'a donné une histoire à raconter, donc ça déjà... Oui. Et alors, à raconter, et qui a été vu, Nassima, tu l'as dit, à ce jour, 2,6 millions de fois sur YouTube, peut-être à peu près autant sur Arte, donc plusieurs millions de fois le documentaire, pardon, pas le reportage, a été vu. Selon toi, pourquoi un tel succès? C'est toujours dur d'expliquer pourquoi ça marche. Déjà, c'est Arte. Donc ça c'est chouette, ils ont quand même une force de frappe non négligeable, et puis ils ont fait un travail super sur la communication autour de la série. Ensuite, je pense qu'on est arrivé au bon moment, parce qu'on était dans une bulle. En fait, clairement, on est sorti, je crois, 10 jours avant la fin de la bulle. Enfin, le Bitcoin a tapé les 60 000 $ à ce moment-là. Donc ça, c'est un coup de bol pour nous. Et puis après, je pense que c'est aussi et c'est ça qui nous intéressait en fait, c'est que le Bitcoin, c'est un fait de société. Tout le monde en a entendu parler depuis quelques années, et finalement, tout le monde a envie d'en savoir plus, parce que ça reste quand même quelque chose d'un peu mystérieux, etc. Donc il y a cet attrait, cette curiosité pour le Bitcoin qui a joué, je pense,
dans le fait que ce soit vu aussi autant de fois, quoi. C'était dans l'air du temps, en tout cas, je pense. Alors, c'est vrai que c'était dans l'air du temps. Il sort il y a un an, effectivement, dans un contexte favorable. Depuis un an, beaucoup de choses se sont passées. Alors, depuis quelques jours et quelques semaines, encore plus. Mais avec le recul, un an après, et peut-être même 2 ans après pour toi, parce qu'il y a eu un long travail avant, est-ce qu'il y a des choses que tu aborderais différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois différemment? Je pense pas que j'aborderai différemment les choses. Ma vision n'a pas tellement changé. Mais par contre, je pense que j'aurais envie de rajouter encore plus de choses et puis éventuellement de vulgariser encore davantage le documentaire. Voilà, mais il y a des choses effectivement sur tout ce qui est plateforme d'échange. On l'a vu avec FTX, notamment récemment, mais tout ce qui concerne aussi le distinguo qu'on fait dans la série sur le Bitcoin et les altcoins. Enfin, il y a des choses que j'aurais aimé creuser, mais ça aurait fait une série un peu plus longue, quoi, en tout cas. Voilà. Ok. Et sans trahir de secret, tu travailles sur des projets proches de même sujet, de sujets de... Oui, j'ai quelques projets, dont un qui est toujours sur le Bitcoin, qui creuse l'aspect minage de Bitcoin. Et puis après, je gravite toujours autour Enfin, j'ai un attrait pour le numérique et voilà, et l'avènement de l'informatique dans notre civilisation, quoi. Donc, on va dire de la genèse du documentaire à la plongée dans le Bitcoin. Je vais donner le relais à mon camarade Yann, passionné des monnaies digitales depuis des années. Le sujet des origines du Bitcoin, c'est quelque chose d'assez mystérieux, comme tu l'as mis en avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette création du Bitcoin et puis ce mouvement cypherpunk associé qui éveille tous les esprits, les curiosités, les fantasmes aussi? Oui, donc le mouvement cypherpunk, en fait, est composé d'activistes, d'informaticiens, de cryptographes, qui sont plutôt basés côte ouest des États-Unis. On est à la fin des années 80, là, début des années 90, et c'est des gens qui commencent à comprendre qu'en fait, le monde va être envahi par les ordinateurs et que toutes les informations du monde vont transiter par des zéros, des 1, le numérique, etc. Et ça... voilà, ils ont des craintes par rapport à ça, des craintes par rapport à la vie privée. Ils se disent que si ces données circulent, eh ben, les États ou des grandes entreprises pourraient se les approprier, les utiliser et en faire voilà, ce que bon leur semble. Et donc ça les inquiète. Et surtout, à l'époque, dans le contexte, donc il faut comprendre le contexte, la cryptographie est encore vue comme une arme de guerre par les gouvernements, parce que voilà, avec la machine Enigma, c'est elle qui a précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale notamment. Et donc les gouvernements n'ont pas très envie que la cryptographie circule. Et tout ce qui est navigateur Internet, tout ce qui est messagerie, etc., ont des chiffrements qui sont assez faibles. Et ça, c'est vraiment à la base du mouvement cypherpunk, c'est quelque chose qui leur fait très très peur. Et ils se disent, puisqu'on n'a pas les outils pour protéger notre vie privée en ligne, on va les coder. Donc on va coder des navigateurs qui nous permettent de surfer sans laisser de traces, des messageries qui nous permettent d'envoyer des messages chiffrés. Et puis il y a ce truc de la monnaie, parce que forcément, les banques, déjà, fin des années 80, début des années 90, l'informatique commence à s'immiscer dans ce secteur-là. Et la monnaie, c'est quand même un truc très privé, très important. Enfin, si on connaît vos transactions, on en sait beaucoup sur vous. Donc ça va être un des outils que les cypherpunks vont chercher à coder pendant très longtemps. Et sauf qu'ils se heurtent à un problème qui est celui de la double dépense, qu'on explique dans le documentaire, qui fait que comment on code une monnaie chiffrée décentralisée est fiable, en fait. C'est ça le truc. Comment on prouve que quelqu'un qui dépense une unité de la monnaie ne va pas la dépenser encore une autre fois ailleurs, quoi. Comment on fait pour que cette base de données elle soit décentralisée et en même temps totalement qu'on puisse avoir confiance dans ce protocole-là. Donc il y a pas mal de petits essais tout au long des années 90, début 2000. On peut citer par exemple DigiCash de David Chaum
Il y a Hashcash aussi d'Adam Back qui a beaucoup inspiré Satoshi. Et en fait, Satoshi, lui, il va récupérer tous ces travaux, mais pas que les travaux monétaires, il va aussi s'inspirer de tout ce qui est le pair à pair, donc BitTorrent, etc. Il va aussi utiliser la cryptographie asymétrique telle que Philippe Zimmermann l'a mise en place avec PGP, qui est un protocole pour s'envoyer des messages chiffrés. Et en fait, seul le destinataire peut les décoder, les déchiffrer. Et il va prendre tout ça, il va mixer un peu tous ces outils-là, et puis il va arriver à Bitcoin. Voilà. Il arrive donc dans les, disons, en 2008-2009 sur ces thématiques-là. Pourquoi à ce moment-là ça apparaît? Il y a tout un travail, comme tu le mets en avant, de consolidation, d'incrémentation, dichotomie progressive. Ça apparaît en 2008, à la fin de l'année 2000. Pourquoi à ce moment-là pour toi? La première chose, je pense que c'est qu'il a tous les outils sont là, et donc il peut se les approprier pour faire le Bitcoin. Après, on sait d'après ce qu'il a écrit que ça faisait déjà 1 an et demi qu'il travaillait dessus, qu'il codait, et en fait, certaines théories disent que la crise de 2008, donc la crise des subprimes qui frappe vraiment le monde à ce moment-là, cataclysme total, a précipité la publication du Bitcoin. Parce que lui, ce qu'il voit vraiment, c'est que pour lui, le système monétaire et bancaire est totalement faillible. Il a plusieurs marottes là que j'ai notées ici, mais pour lui, déjà d'une part, la centralisation bancaire rend tous les comptes vulnérables au contrôle et au vol de données. Ensuite, il y a pour lui un système qui est totalement inéquitable. Avec aussi, et qui incite les banques de détail à spéculer avec l'argent des utilisateurs, des usagers. Et enfin, ce qui lui pose un vrai problème aussi, mais à beaucoup de cypherpunk également, c'est l'imprévisibilité du régime d'émission des monnaies traditionnelles. Et donc lui, il va prendre ces 3 choses-là, et il va faire tout l'inverse. Il va faire une monnaie finie, une monnaie décentralisée que personne d'autre ne peut s'approprier à part ceux qui la possèdent, qui possèdent la clé privée de leur Bitcoin. On avait mis en perspective les besoins de liberté à ce moment-là, la protection des données et puis la crise de confiance liée au subprime. Je pense que voilà, les mises en perspective de Rémi sont riches. On a pour habitude de dire que Bitcoin, c'est la fabrique de la confiance. Bitcoin recrée la confiance. Il y avait la une du The Economist en 2015, The Trust Machine. Pourquoi peut-on faire confiance à Bitcoin? En fait, oui, il y a un motto dans le milieu des Bitcoiners qui circule qui est « Don't trust, verify ». Donc ne faites pas confiance, vérifiez. Et en fait, c'est toute la raison pour laquelle on peut faire confiance à Bitcoin, c'est que tout est public. On peut auditer le code, la blockchain est publique, donc on peut voir ce grand registre de comptes et voir un petit peu ce que possède chacun des utilisateurs de Bitcoin. On peut vérifier le travail des mineurs, voilà. Et en fait, tout le monde vérifie un petit peu tout le monde dans le système Bitcoin. Donc, les nœuds vérifient un petit peu que le voisin ne fait pas n'importe quoi, sinon ils arrêtent de communiquer avec le nœud voisin. Les mineurs aussi se surveillent entre eux, etc. Enfin, tout le monde a intérêt à fonctionner dans cette espèce de système vertueux. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, la confiance s'incarne dans un mécanisme à la fois informatique et aussi de consensus et de fonctionnement de groupe. Voilà. Et puis, il y a autre chose aussi, c'était les développeurs donc, qui continuent d'améliorer Bitcoin. Leur travail est scruté, leur travail est discuté, tout est vraiment passé au crible. Et en fait, voilà, il n'y a pas de place pour l'imprévu ou pour la surprise. Il n'y a pas de surprise dans le fonctionnement de Bitcoin. Voilà. Alors moi, je parlerai plus sur le sujet de la confiance qui ouvre peut-être la voie à une tokenisation de l'économie. C'est un peu le sujet, en fait. Hein. Parce que, je pense que Bitcoin, l'histoire que Rémi nous raconte, elle ouvre la voie à d'autres champs d'investigation et à
l'ensemble de l'économie. À l'ensemble de l'économie. Et c'est là où, effectivement, je pense que c'est intéressant. Et ça ne peut marcher que s'il y a la confiance. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin montre qu'effectivement, on peut avoir un système numérique de confiance appliqué à la monnaie et qui nous ouvre des champs du possible pour d'autres applications. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir confiance dans le protocole et dans le mécanisme, mais tout l'écosystème qui s'est construit autour, donc voilà, encore une fois, on l'a vu très récemment, les plateformes d'échange, les autres créateurs de crypto-monnaies, etc. C'est autre chose. Voilà. Donc quand je dis on peut avoir confiance en Bitcoin, c'est vraiment sur le mécanisme informatique et technique à proprement parler, quoi. Sur cette notion de confiance, donc on sait que la blockchain permet, notamment Bitcoin, à l'origine, permet de créer une confiance digitale. Rémi met en avant les limites. Toi, Emmanuel, tu mets en avant les extensions possibles. Finalement, on se rend compte que la technologie permet peut-être pas totalement de résoudre une problématique de confiance, partiellement en tout cas, parce que derrière, il y a toujours des humains qui l'utilisent, décentralisation partielle, même sur des structures décentralisées. Même si Bitcoin, en l'occurrence, a prouvé sa solidité, il reste attaché à des monnaies de référence en termes de valorisation, donc il y a nécessairement un point de centralisation à un moment. Comment vous projetez, en quelque sorte, dans cette notion de confiance entre les différents cryptoactifs avec Bitcoin qui a prouvé quelque part sa solidité la plus forte? J'entends par là, il y a tout un scope de confiance qui est né, c'est-à-dire le Bitcoin qui a vraiment une solidité économique et technologique forte, très forte, un certain nombre d'altcoins qui sont peut-être plus discussables à un certain point de vue. Mais quand je pose la question de la projection, c'est-à-dire finalement, est-ce que la confiance dans la technologie elle peut s'exprimer, la confiance dans l'humain aussi peut s'exprimer, comme traditionnellement, et comment vous voyez un peu un équilibre entre ces deux modes de confiance en quelque sorte? Après, dans le cas du Bitcoin, et sur un plan vraiment purement technique, il n'y a pas du tout de... Enfin, comment dire, il n'est pas nécessaire du tout de faire confiance à un humain. Voilà. Mais après, tout ce qui concerne l'écosystème autour, effectivement, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le documentaire Le Mystère Satoshi, c'est comment on s'approprie cette invention informatique totalement nouvelle et qui bouscule beaucoup de nos paradigmes. Comment des individus, que ce soit les entreprises, que ce soit le système ou les États, finalement, se l'approprient et en font quelque chose qui va plutôt dans leur intérêt. Et voilà, encore une fois, je pense que les cypherpunks, eux, voulaient un système qui pourrait être décorrélé en fait de tout, comme une monnaie close, quoi, une monnaie locale, quoi, si vous voulez. Quelque chose qui fasse référence. Et voilà, les bitcoiners actuels, la plupart, ils achètent des produits, ils vendent des choses, etc. Ils ne passent pas par les plateformes d'échange. Les plateformes d'échange sont donc les plateformes d'échange, c'est vraiment les endroits, les sites sur lesquels on peut acheter des bitcoins avec de l'euro ou du dollar, revendre ces bitcoins pour gagner éventuellement une plus-value. Voilà. Et en fait, eux, les bitcoiners, c'est vraiment pour eux, c'est pas le diable, mais presque, quoi. C'est vraiment parce qu'en plus, quand on passe par ces plateformes, on donne la gestion de ces bitcoins à autrui, et en fait, on va totalement à l'encontre des idéaux de Satoshi. Donc voilà, il y a ce truc-là qu'on a voulu montrer dans la série et qui nous a animés. En fait, l'idée, c'était de se dire comment Satoshi verrait le destin de son invention au fur et à mesure des années. Pour aller dans ce sens-là, parce que ce que je vois, c'est que une des grandes avancées du Bitcoin, c'est la décentralisation et la sécurisation d'un modèle qui ne dépend pas de l'humain presque, et qui fonctionne tout seul. Et là, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est juste génial, et qui ouvre, je pense, la porte vers une nouvelle économie. Et maintenant, je vais faire un petit parallèle au monde que je connais un petit peu, c'est le monde du bâtiment, de la ville intelligente.
J'ai monté, comme vous l'avez dit, une association il y a 10 ans sur le smart building, la smart city. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique de modèle économique. Et qu'en fait, tout le monde a chopé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde le monde du bâtiment, il y a un contractant général qui va contracter avec différents sous-traitants. Et donc, à la fin, il y a un responsable, et puis un gagnant, entre guillemets, et d'autres des sous-traitants. On n'est pas dans une architecture distribuée. Et en fait, à la fin, c'est quoi la finalité? Si vous voulez, c'est qu'en fait, si on voit l'industrie du bâtiment, c'est que ça tire tout vers le bas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut gagner plus d'argent, parce qu'il n'y a qu'un référentiel, c'est l'argent. Et puis derrière, voilà, toute la chaîne de valeur veut gagner plus d'argent. Puis à la fin, effectivement, ça ne marche pas. Alors après, on définit des lois, des règles, des normes qui font qu'on est obligé au moins de respecter certaines choses. Et ensuite, il faut surfer dans ce dédale pour gagner de l'argent. Mais on n'est pas dans un système vertueux. Et quand on a parlé du smart building, je me suis rendu compte que si on appliquait ce modèle au bâtiment intelligent, ça ne marchait pas. Et pareil pour la smart city. Et j'ai eu l'intuition, il y a 6 ans, en me disant qu'il faut repenser complètement le modèle. Alors, on ne l'a pas repensé aujourd'hui. Je peux vous dire que, moi, toujours, je le dis, il n'y aura pas de smart building, smart city, si on reste sur ce modèle tel qu'il est aujourd'hui, et sur un modèle qui est centralisé sur l'argent, avec comme seul référentiel. Ça ne peut pas marcher. Et je pense qu'aujourd'hui, la tokenisation de l'économie peut être une réponse à cette problématique. Et non seulement je pense, mais je vois aujourd'hui des tendances qui vont dans ce sens-là. Tout à l'heure, c'était Maximilien, je crois, qui parlait de NFT. Effectivement, si on commence à parler d'une valeur NFT d'un bâtiment, puis demain, ça va être un quartier, ça va être une ville, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'on commence à se dire, si on lie tous les acteurs de la chaîne de valeur, si on les engage sur une promesse, et si on le certifie, et donc on le tokenise, tout ça c'est rentré dans un jumeau numérique du bâtiment, et que c'est authentifié, que ça a une valeur, et une valeur qui est partagée, ça peut marcher. Ça peut marcher, puis ça peut, et c'est beaucoup plus durable, parce qu'en fait, il y a une promesse qui n'est pas sur une livraison à l'instant T, mais une promesse de fonctionnement. Et là, je rejoins mon amie Geneviève, parce qu'on n'est plus dans la finance dans le sens où on finit quelque chose, et puis c'est fini, et on encaisse. On est sur, plutôt, on parle de la débutance, c'est-à-dire on démarre un projet, on lie tous les acteurs de la chaîne de valeur sur ce projet, c'est authentifié, ils sont liés ensemble avec une promesse. Par exemple, ça peut être si on parle du bâtiment, une fois de plus, ça peut être la qualité de l'air, ça peut être l'empreinte carbone. Et ce n'est pas l'empreinte carbone à la livraison, c'est l'empreinte carbone à la livraison, puis sur la durée du bâtiment et sur le fonctionnement. Et bien là, je pense qu'on touche quelque chose. Voilà. Et donc, merci Satoshi, merci Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin, mais ça remet en cause, ce que je viens de vous dire, totalement le modèle financier qui gère, par exemple, l'industrie du bâtiment, l'immobilier et la ville. Donc, quelque part, qui remet en cause le modèle financier actuel. Dans le reportage, le documentaire que tu as fait, Rémi, il y avait une phrase en verbatim: les données personnelles ont énormément de valeur. Donc, Emmanuel, tu parles de valeur, de la force des données dans la réalisation de la valeur au travers de cette tokenisation. Donc, est-ce que la vraie confiance, est-ce que ça ne serait pas la donnée le vrai pouvoir? Et je vais peut-être laisser Stéphanie mettre en avant cette perspective. Vous l'entendez ce soir, en fait, on part pas sur, enfin, on a pris le parti de ne pas partir sur Bitcoin avec les altcoins ou avec les NFT, comme en parlait Maximilien, ça aurait pu être un parti pris. Mais on avait envie d'aller sur ce thème de monnaie, données, parce que tout au long de ton documentaire, dans cette interrogation qu'a Satoshi, on sent bien que finalement, la donnée, au-delà de la monnaie, est au cœur du sujet. Et c'est vrai que pour les aficionados de Bitcoin, et je le comprends très bien, Bitcoin, c'est tout de suite la monnaie alternative, et c'est la classe d'actifs. Et on voit aujourd'hui beaucoup de banques acceptent Bitcoin dans cette logique de classe d'actifs, alors qu'en fait,
la révolution Bitcoin, c'est aussi l'ouverture, et Yann pourra en parler pendant des heures, vers l'économie programmable, ce que tu vis à travers la Smart City. Et en fait, on se demande, et c'est une question que je vais vous poser, mais si en fait, pendant qu'on porte notre attention sur la monnaie, et c'est vrai que Bitcoin a eu ce mérite de nous réveiller un peu sur la démocratie monétaire, on se posait peut-être pas de questions sur la monnaie, mais pendant que notre attention est tirée sur la monnaie, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de nous endormir sur le sujet de la donnée? Et est-ce que les cigares ne seraient pas en train de changer de bouche, c'est-à-dire du banquier avec son gros cigare qui effectivement est vu comme voilà mon ennemi c'est la finance. Finalement, les banques, nouvelles banques qui ont le pouvoir, ce sont les banques de données. Et d'ailleurs, tu fais dire à Satoshi, dans un éclair de lucidité dans ton documentaire, cette phrase, en donnant des armes de protection de la vie privée, je donnais aussi un outil pour ceux qui s'accaparent nos données personnelles. Donc ce pauvre Satoshi, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es posé la question de comment il pouvait voir son invention évoluer, et en quelque sorte, il voyait une déportation. Donc du coup, effectivement, est-ce que vous avez ce sentiment, à la fois Emmanuel, Rémi, qu'effectivement, on devrait porter davantage notre attention sur les enjeux de contrôle et de gouvernance des données? Je partage entièrement, c'est l'enjeu du XXIe siècle. C'est votre enjeu à vous. Effectivement, on est en fumée aujourd'hui, je dirais. Et on perd cette importance que joue la donnée dans notre société. La donnée et le numérique est ubiquitaire, et la donnée est au centre de notre vie, de notre société, parce qu'en fait, elle représente la traçabilité de nos actes, de nos faits, même de notre pensée. Et donc là, ça devient très grave si on n'arrive pas à s'approprier cette donnée, à la maîtriser, eh bien, elle nous échappe complètement. Donc je crois que là, il y a un enjeu majeur. On se plaît à dire que la donnée est le prolongement de l'être humain. Elle est consubstantielle. Et ça, il en est de même pour le bâtiment, il en est de même pour la ville, pour la mobilité, pour plein de choses. Et donc, à partir du moment où vous avez compris ça, celui qui a compris que la maîtrise de la donnée est des données, et qui a la maîtrise de croiser ces données, bien en fait, a la maîtrise du monde, la maîtrise de la vie. Enfin, et donc là, ça devient très, très grave. Et je dirais même, on va en reparler, mais en fait, on n'a pas fait attention à ce monde numérique qui a émergé. C'est pas si vieux que ça. Et qui est vicié à la base. Parce qu'en fait, la règle, c'est gratuit. Donc effectivement, mais c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on le paye. Et on le paye parce qu'en fait, on donne nos données. On donne en fait notre âme. Donc là, je pense qu'il est temps de se reposer les bonnes questions et de réinverser cette tendance. On en reviendra parce que je ne veux pas faire la conclusion là, mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet est vraiment très pertinent. Et puis si on veut... premièrement, ce que je pense, c'est qu'il faut inverser à 180 degrés l'organisation de l'Internet ou de ce monde numérique, parce qu'on a calqué notre modèle de société, notre système, au numérique. Mais là, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans un modèle qui siphonne encore plus, où vous avez que quelques acteurs qui vont prendre la richesse. Donc ça ne peut pas marcher. Et on va arriver à une impasse phénoménale. Parce qu'à la fin, je pense que le citoyen, il se rendra compte. Et quand il aura des chaînes de partout, je pense qu'il n'acceptera pas d'être enchaîné. Donc il faut changer à 180 degrés. Et puis ensuite, je pense qu'il faut changer de référentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul référentiel, c'est l'argent. Eh bien, il faut changer de référentiel et avoir d'autres référentiels qui soient des monnaies d'échange. Par exemple, l'empreinte carbone, par exemple, l'eau, par exemple, l'énergie, par exemple, le temps de travail, par exemple, l'aptitude à se régénérer, etc. Et en fait, qu'est-ce que je veux vous dire là? Parce que peut-être vous dites, il a bu trop de champagne. Eh bien, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que très prochainement, on va tous avoir un wallet. Eh bien, quand je vais aller acheter un kilo de steak ou un jean, ou que je vais rentrer dans un hôtel,
eh bien, je vais incrémenter mon wallet, par exemple, du poids carbone que j'ai passé dans cet hôtel, ramené au taux d'usage. Vous comprenez? Donc, le poids carbone global de l'hôtel, ramené au taux d'usage et à mon usage. Eh bien, ça va incrémenter mon poids carbone. Comme si je prends le TGV, eh bien, je vais avoir le poids carbone de mon transport en TGV ramené au taux d'usage. C'est-à-dire que si le TGV était vide, bah, effectivement, ça risque de me coûter très cher. D'accord? Je vous le donne pour le CO2. Pareil pour l'eau. J'achète un steak d'eau. Un steak, eh bien, on va remonter, c'est ce que je souhaite, toute la chaîne jusqu'à la production de soja qui alimentait les bêtes et tout. Et donc, je vais avoir d'un seul coup, peut-être, je sais pas moi, 1000 litres d'eau, tokens eau, qui vont incrémenter mon wallet. Puis à la fin, donc, je vais avoir des tas de tokens. Des tas de tokens et des monnaies potentielles que je vais pouvoir échanger. Donc, en fait, on va passer d'un bitcoin à des bitcoins, des tokens. Voilà, des tokens. Et je pense que c'est Satoshi qui nous a ouvert la porte. Mais mais ce que je veux vous dire là, c'est que ça ne peut marcher que si on sait approprier les données, si effectivement il y a une gouvernance des données. Et je pense que j'en parlerai plus tard, mais je pense qu'il faut avoir. On parle d'assemblée. Eh bien, comme je parle d'être à 180 degrés de la gouvernance qu'on a aujourd'hui, qui est une gouvernance centralisée, eh bien, c'est être dans une gouvernance décentralisée ou hybride, locale. Et aujourd'hui, si on parle de numérique, je parle d'assemblée numérique citoyenne. Alors, comment ça se dit, une assemblée citoyenne en grec? Presque. Ecclésia. Et donc, pour faire une extrapolation, une église numérique. Voilà. Exactement. Et donc là, je pense que le jour où, effectivement, tout à l'heure, vous me parliez de la finance, vous disiez la finance est une religion. Enfin, quelqu'un me disait ça. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas porter de jugement, mais sans parler de religion, je pense qu'effectivement, il est temps, on est à l'aube d'une vraie révolution, on est juste au début de cette révolution numérique. Il faut que les citoyens se réapproprient la gouvernance de la donnée. Et la première chose à faire, c'est ce qu'ont fait les Grecs, eh bien, c'est des assemblées citoyennes numériques qui vont justement évaluer en permanence, de manière contextualisée, dynamique, la valeur de ces tokens, les uns par rapport aux autres et par rapport justement au CO2, à l'eau, etc. Tu pointes du doigt, ce que tu veux mettre en avant, c'est justement tout l'enjeu de gouvernance et de qui décide. Exactement. C'est-à-dire, demain, j'ai ma carte bleue, d'un coup, je ne peux plus payer parce que je ne sais pas quelle base de données à l'autre bout du monde doit décider que c'était X carbone. Ça, c'est comment je reste en contrôle et en compréhension de ce qui m'est appliqué. D'ailleurs, dans le documentaire, sur la fin, je crois qu'il y a une jeune femme qui témoigne et qui dit, voilà, demain, on ne pourra pas monter dans l'avion parce qu'on n'a pas payé nos taxes. Donc, on sent bien qu'il y a un glissement vers, finalement, une monnaie, c'est un pass, c'est un droit d'accès, c'est un droit d'accéder à, voilà, de grandes vacances ou de plus petites vacances, etc. Et que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est qui décide, avec ce risque des machines à gouverner et d'algorithmes financiers dont on ne comprend plus forcément le sens. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont probablement aussi importantes à saisir que celles dont on s'est un peu tous saisis, voilà, de la monnaie, qui crée, d'où ça vient. Et peut-être pour complémenter, c'est vrai que l'objet de ce que je vous dis, c'est pas de mettre de côté le système financier tel qu'il existe aujourd'hui. De toute façon, c'est pas possible. Mais c'est d'avoir, comme on le disait tout à l'heure avec Raphaël Rossello, un modèle complémentaire qui est là pour justement une autre économie beaucoup plus inclusive, durable, plus basée sur l'usage et non pas sur la propriété. Donc, ce qui va être une économie de l'usage, des communs aussi, de comment on va investir dans des communs et comment on va avoir un usage de ces communs, comment on va monétiser ou valoriser ces communs. Ah, vous avez dit pas mal de choses là, ça va être difficile de passer après. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir vraiment à l'essence d'Internet
Parce que, mine de rien, c'est un shift civilisationnel qui est énorme et qui s'est fait en 30, 40 ans. Enfin, c'est rien à l'échelle de nos sociétés. Et au départ, Internet, c'est pas vicié. C'est vraiment une utopie. C'est vraiment, tout d'un coup, on peut partager des savoirs, des connaissances, on peut échanger d'un bout à l'autre de la planète gratuitement, à la vitesse de la lumière, etc. C'est un truc de fou dans les années 70. Mais très vite, et c'est un peu ça qu'on a voulu raconter aussi à travers l'histoire du Bitcoin dans le mystère Satoshi, c'est que très vite, il y a des intérêts, notamment d'entreprises, qui sont arrivés, qui ont vu une manne et qui s'en sont emparés, en fait. Et nous, voilà, on n'a pas vraiment vu le truc venir. On était très, très heureux. Oui, quand je dis nous, c'est pas nous le panel, hein, c'est nous consommateurs et citoyens. On était très heureux d'avoir un mur sur lequel mettre des nouvelles et puis avoir nos amis et puis quelque chose qui s'appelait Facebook. Et on voyait ça comme une espèce d'agora virtuelle. C'était gratuit, on payait rien, c'était super. Voilà. Bon, là, j'ai sauté pas mal d'étapes. Hein. J'ai sauté Microsoft, la bulle Internet, etc. Mais les réseaux sociaux sont le moment où on a pris conscience qu'il y avait eu un hold-up, comme le dit Sajida Zouhari dans Le Mystère Satoshi. Et ce hold-up, c'est celui de nos données, effectivement, qui sont devenues le nouvel or, quoi. Une sorte de pétrole du 21e siècle. Et les cypherpunks avaient vu ce truc-là venir. Et Satoshi, quand il crée le Bitcoin, c'est aussi dans cette optique-là de se réapproprier ces données, donc de se réapproprier l'argent, bien sûr, de se réapproprier la monnaie, la possession de ces unités de compte numériques, mais c'est aussi la donnée, de pouvoir d'avoir ce moyen-là de camoufler ses traces sur Internet et les traces de ces transactions, en fait. Donc, oui, on va pouvoir utiliser ce nouveau système qui chamboule tout, qui chamboule vraiment tout. Enfin, nous, on a toujours considéré, notamment la monnaie, mais aussi voilà, les entreprises, les gouvernements, etc., de manière plutôt verticale. Et là, on a un moyen de faire quelque chose d'horizontal. Alors après, si c'est sur Bitcoin, ça peut marcher. Mais si, donc là, je reviens à ta token économie et à toute cette idée-là qui est effectivement très réjouissante. Mais la base, c'est toujours la même, c'est quel protocole on utilise et qui le contrôle. Et en fait, si vous voulez, je prends l'exemple des NFT. Les NFT, pourquoi pas, mais sur Bitcoin. Parce que si vous faites des NFT, par exemple sur Ethereum, donc qui est quelque chose de quand même assez centralisé, ça n'a aucun intérêt. Faisons une base de données qui soit gérée par une entreprise, par un point réellement centralisé. À l'heure actuelle, comme protocole informatique décentralisé, pour moi, il n'y a que le Bitcoin. Et après, on peut construire tout ce qu'on veut au-dessus. On peut faire des couches, des surcouches, etc. Et avoir cette token économie sur un protocole. En fait, si vous voulez, souvent, je pense qu'on peut faire l'analogie entre, par exemple, le protocole HTTP et Bitcoin. HTTP, on s'en sert tous les jours, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ultra important. Et Bitcoin, ce sera peut-être un protocole pour de nouvelles manières de gouvernance, de gouverner, et une nouvelle économie, qui sait. Mais en tout cas, voilà, les bases sont là, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de quel type de protocole on utilise pour décentraliser en fait des secteurs, des outils, voilà, tout ce que vous voulez. Donc tu veux dire qu'en tant que citoyen, déjà le réflexe de survie qu'on pourrait avoir, c'est vraiment de se poser les questions. Je te dis ça parce que par exemple, tu vois, moi en tant qu'utilisatrice et non détentrice de Bitcoin, c'est compliqué pour moi de me projeter dans le Bitcoin parce que je vais perdre ma clé en 3 secondes et demie. J'ai essayé d'acheter des cryptos, donc je vais être dépendante et peut-être que je suis un peu un cas exceptionnel, mais je ne crois pas de peut-être passer par des tiers et je pourrais m'attendre à ce qu'effectivement ces infrastructures comme l'Internet restent des infrastructures publiques, partagées, qu'on ait conservé effectivement cet esprit et on pourrait s'attendre à ce que par exemple, des monnaies digitales de banque centrale fonctionnent sur des technologies non propriétaires
et avec des couches de services au public ou de services publics. Tu vois, enfin, voilà. Mais est-ce que c'est ce que tu veux dire? Est-ce que c'est vers quoi on pourrait, en tant que citoyen, tu vois, quelles sont nos armes en tant que citoyen? C'est le sens de ma question. Quelles sont nos armes? Donc déjà, peut-être s'intéresser à ces notions de données, parce que ça nous donne toujours plus de force que de regarder éventuellement ailleurs, et de se poser la question de, effectivement, qui contrôle non, mais c'est vrai et de la poser éventuellement à nos banquiers centraux qui sont en train de... Là, c'est vrai que c'est l'écueil que tu soulèves est très juste et très important. C'est effectivement la notion d'éducation et d'accessibilité à ces choses-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué d'utiliser Bitcoin à l'heure actuelle. Et la plupart des gens, finalement... Alors, là, je reste dans notre point de vue d'occidentaux avec des institutions qui fonctionnent. Donc la plupart des gens n'ont pas spécialement besoin d'avoir la gestion de leur monnaie. Ils font très bien confiance, tout à l'heure on parlait de faire confiance à Bitcoin, mais la plupart des gens font très bien confiance à leur banque, à leur gouvernement pour gérer leur monnaie. Mais par contre, si on change un peu de point de vue, et par exemple qu'on se met à la place d'un Argentin qui voit sa monnaie se dévaluer à vitesse grand V, ou le Venezuela, le Liban, enfin tous ces pays-là, tout d'un coup, ça commence à avoir davantage de sens de se dire il y a une alternative technique, un outil qui est là et qui peut me permettre de reprendre le contrôle sur ces choses-là. Voilà. Donc, effectivement, en tant que citoyen et consommateur, il y a des outils, il y a le Bitcoin, on peut utiliser Tor, on peut utiliser PGP si on veut s'envoyer des messages totalement chiffrés, mais ça demande effectivement encore beaucoup de connaissances et de technicité. Donc je crois que c'est un des challenges auxquels les gens de l'écosystème Bitcoin s'attaquent en ce moment. C'est aussi cette question du X, quoi. Enfin, qu'une expérience utilisateur soit un peu plus simple et un peu plus immédiate et qu'on comprenne, quoi. Alors, moi, j'ai juste une petite question que je pose à l'Assemblée, enfin à vous. C'est la réversibilité ou la convertibilité du Bitcoin avec une monnaie numéraire. Parce qu'effectivement, tant qu'on a ça, le Bitcoin est soumis à totalement dévoyé. Bah oui, voilà. oui. Je pense que là, est-ce qu'on peut imaginer que demain, ça ne soit plus le cas, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette réversibilité? Oui, c'est possible en fait, mais je pense qu'on ne le verra peut-être pas de notre vivant. Peut-être qu'un jour, le cours du Bitcoin se stabilisera et qu'on pourra l'utiliser comme monnaie de référence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'en servir comme d'une monnaie, c'est compliqué, parce que les pizzas qu'on achète en 2010, elles valent 200 millions 5 ans plus tard, quoi. C'est ça. Donc c'est une monnaie, mais c'est pas une monnaie dont on a envie de se servir. C'est trop volatile. Enfin, elle est trop volatile. Satoshi parle de l'or, mais l'or n'a jamais été aussi volatile. Enfin, l'or est très volatile quand même. Oui, mais pas autant. Voilà, pas autant. Ouais. Mais du coup, ce qu'a fait le Salvador quand ils ont adopté le Bitcoin là, il y a un an, c'est qu'ils ont donné la possibilité aux usagers et aux commerçants de tout de suite convertir en dollars s'ils voulaient avoir un truc stable. Voilà, ça dépend du degré de risque que vous êtes prêt à accepter. C'est casse-gueule. Puisqu'on est dans le casse-gueule, un petit mot sur nos chers banquiers centraux. Ayez confiance. À la fin du documentaire, Satoshi aborde cette question. Il y a également une intervention de Yorick de Montbains, qui est un haut fonctionnaire énarque français qui travaille à la Cour des comptes. Et c'est intéressant parce qu'il aborde ce sujet des monnaies digitales de banque centrale, alors sous l'angle un peu worst case chinois, rating social. Et en même temps, il dit qu'il peut y avoir quand même une tentation auprès des autorités européennes d'aller vers cet outil de contrôle des populations. Alors, pour notre bien, dans une certaine mesure, question ouverte, de votre point de vue à tous les deux, est-ce que l'arrivée des monnaies digitales de banque centrale est en train de signer petit à petit la fin de la liberté de l'argent et peut-être la fin de la liberté tout court? Personnellement, je pense qu'il y a un réel danger. Il y a un réel danger parce que c'est la fin du cash, vraisemblablement. Aller expliquer ça aux Allemands, ils adorent le cash.
pas effectivement utiliser le cash comme ça. Et puis quelque part, ça veut dire que toutes les transactions, tous nos faits, nos gestes sont suivis. Donc effectivement, c'est ce qui a été dit dans le mystère Satoshi, ou l'économie chinoise, où en plus tout est groupé. Donc toute la gestion des données est centralisée. Donc tout à l'heure, je vous parlais du digital wallet. C'est-à-dire, on ne sait pas qui va gérer le digital wallet et qui va gérer notre identité. Mais imaginez qu'on croise notre identité digitale, le digital wallet et effectivement l'euro numérique. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus aucune liberté, plus aucune vie privée. C'est quelque chose de fou et c'est inacceptable. Enfin, on n'est pas né sur Terre pour ça. Je pense que moi, de toute ma force, je me battrai contre ça. Ce qui est intéressant sur cette notion-là, c'est que finalement, cette technologie, oui, comme tout outil, ça peut apporter le pire et le meilleur. On va probablement connaître une période où ça ne va pas consolider nécessairement de la bonne manière, mais finalement, dans cette notion de confiance, on part du principe au départ sur le Bitcoin et au travers de ce qui a été mis en avant, qu'il y avait une recherche d'alternatives et une forme de reconcentration comme pour Internet. Ça pose vraiment la notion de confiance. La notion de confiance, c'est la notion de confiance dans le pouvoir, qu'il soit technologique ou démocratique ou autre, et de l'âme de ce pouvoir. Et finalement, dans toute l'histoire, il y a de la cyclicité dans la couleur d'âme du pouvoir. Donc, moi, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont dans des pouvoirs un peu régaliens, qui ont une vision qui est probablement la tienne, avec des ledgers propriétaires des individus, en mode des wallets individuels pour gérer l'identité, pour gérer la donnée personnelle, pour gérer les données médicales, pour gérer les données financières et l'argent. Et d'autres personnes ont un intérêt à voir les choses différemment, motivées pour bonnes raisons ou pas d'ailleurs. Mais moi, j'aurais tendance à dire que Bitcoin a esquissé quelque chose vraiment de très bien technologiquement, avec des usages qui sont excellents. Mais il y aura toujours des concurrents, des usages différents. Et Bitcoin, à ce stade, ne peut pas totalement concurrencer des armées, les passions humaines, en tout genre. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, la notion de confiance est essentielle. Et pour revenir un peu sur l'historique de cette création de valeur qu'on a vue au travers des cryptos, toutes les altcoins sont nées de la confiance en Bitcoin. Bitcoin est né de la confiance dans les monnaies fiat, parce que l'étalon du Bitcoin, s'il y a eu de l'hype, c'est parce que ça se valorisait. C'est une vision caricaturale, hein, mais donc dans les monnaies fiat sont nées de la confiance dans l'or. On peut en discuter aussi, mais et finalement, moi j'aime bien dire qu'en anglais, quand vous prenez gold, vous rajoutez une équerre, vous enlevez l'équerre de gold et vous obtenez God. Et donc, non mais c'est idiot, mais vous rentrez dans une notion d'absolu dans la confiance. Et comment créer la confiance dans l'absolu, que ce soit d'un point de vue monétaire ou de la data ou de la gouvernance ou de la politique, c'est une question très très profonde finalement. Wow, encore une fois, c'est sur moi que ça tombe. Non, oui, alors, c'est pas faux, c'est ma faute, je l'ai cherché. Ouais, donc deux choses, effectivement. Sur cette notion de confiance, c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en fait, on a cet outil nouveau, Internet, et finalement, qui change totalement les rapports de confiance. Enfin, comment je fais confiance à la personne à l'autre bout du monde pour m'envoyer une somme d'argent, faire un travail ou m'envoyer un colis, quelque chose. Enfin, comment je fais pour être sûr que c'est bien la personne qu'elle prétend être, quoi. Et en fait, tout d'un coup, avec Bitcoin, on a cette confiance incarnée dans un mécanisme sur les réseaux. Donc là, je parle plus de monnaie, mais je me dis effectivement peut-être que y a quelque chose qui est en train de se construire et qui va permettre d'incarner la confiance dans tous nos réseaux d'échange. Enfin, c'est un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la token économie. Mais on est encore qu'aux prémices, donc c'est difficile de voir voilà, ce qui va se passer. Si ça se trouve, dans 5 ans, ça ne vaut plus rien et puis on n'en parle plus. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Et ensuite, sur la question des données, moi, je voulais apporter mon éclairage qui est plutôt optimiste, en fait. Je pense que, d'une part, on a, en tout cas,
dans notre pays, dans notre Union européenne. On a des garde-fous. Voilà, des choses qui nous protègent effectivement de tous les écueils que vous avez soulevés. Et puis ensuite, on a, grâce à, entre autres, Bitcoin, vous allez croire qu'à chaque fois je parle de Bitcoin comme d'une solution, on a des alternatives. Si jamais nos garde-fous échouent à nous protéger de certaines dérives, on a des alternatives. Donc encore une fois, Tor, PGP, les VPN, Bitcoin, etc. Voilà. En fait, on le saura que quand on sera confronté à ce genre de choses. C'est vrai que Bitcoin fleurit dans les pays qui ont un petit peu ce côté chaotique, quoi. On voit que l'utilisation de Bitcoin est très forte dans les pays à forte inflation, dans les pays où il y a une défiance au niveau des gouvernements, des banques, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant à souligner. Nassima, je vais te repasser le micro, parce que je crois que tu avais une dernière question à nous poser. Merci beaucoup pour ces échanges. D'où venait l'argent, etc. Mais pas 2 secondes. Moi, c'est dans un groupe de 200 000 personnes. J'ai jamais eu cette conversation avec personne. Et je me suis posé ces questions qu'en sortant du système, juste avant vraiment l'arrivée d'Ethereum. Et en fait, j'ai découvert la blockchain à ce moment-là. Et vraiment, l'éveil monétaire s'est fait grâce à ça. Peut-être que je vais continuer à ne pas me poser de questions. Mais je pense que c'était très important tous qu'on se saisisse de cette question qu'on n'avait finalement pas vraiment regardée. C'était un peu circulé, il n'y a rien à voir. Voilà. En revanche, c'est vrai que la financiarisation de Bitcoin, pour moi, brouille l'intention de départ et m'a un peu coupé de cette intention dans la façon dont Bitcoin a été peut-être détourné, et peut-être que si effectivement Bitcoin n'avait pas attrapé les symptômes du système. Et peut-être aussi un point d'attention à avoir, c'est faire attention à l'illusion technologique. Et pourtant, vraiment, je suis tous les jours, enfin, j'essaie vraiment de mettre les mains dans la blockchain, et je ne suis pas une codeuse, je ne suis pas une technicienne à l'origine, mais je suis à côté d'eux, et vraiment, je mets les mains dedans. Mais attention à l'illusion technologique, il n'y a pas une technologie qui va nous rendre libres, heureux et riches. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les machines à gouverner, elles exécutent, elles comprennent pas ce qu'on leur commande. Donc vraiment là-dessus, faut vraiment garder beaucoup de recul. En revanche, oui, Bitcoin est une révolution technologique qui d'ailleurs s'est préparée 30, 40 ans avec. Il y a vraiment des tas de révolutions informatiques à faire. Et du coup, pour moi, on a besoin de faire émerger Bitcoin 2, le retour. Alors, on a la chance d'avoir le réalisateur, on a des scénaristes dans la salle et derrière l'écran. Et pour moi, Bitcoin pourrait aller un cran plus loin et embarquer, au-delà de la notion de la donnée, du vecteur support et de l'outil monétaire, vraiment les notions de nouveaux modèles économiques. On est dans un modèle qui a été super à l'ère industrielle, c'est make as much profit as possible, et c'est une logique qui était bien à une époque, 100% extractive, de production et de vente de biens et services marchands. C'était super. À l'ère digitale, toutes les notions de contribution, de valeur immatérielle, etc., sont très importantes. D'ailleurs, le Web3 essaye d'aller un petit peu là-dessus à travers la créateur économie, à travers aussi d'un point de vue social les notions de DAO, d'être dans une autre organisation des richesses, etc. Et on doit aller plus loin. Parce qu'effectivement, pour l'instant, pour tous ceux, il y en a probablement dans la salle qui s'intéressent à ces questions, qui sont dans des projets, on est quand même tous dans des projets rattrapés par la logique économique et financière qui est celle toujours actuelle, d'avoir des rendements à 30% et dans une logique, encore une fois, extractive. Et on est complètement écartelé. Donc je crois vraiment on a un boulevard devant nous pour créer ce Bitcoin 2. L'intention était bonne et vraiment, voilà, c'est tout espoir est permis. Et du coup, petite suggestion pour une prochaine conférence, si on faisait une conférence sur dépolluer l'argent. Comment dépolluer l'argent et la définanciariser. Bravo. Alors, je ferai un parallèle. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une mutation de société que moi j'appelle civilisationnelle. On était dans la civilisation de l'écrit, qui a donné tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, est basé sur le dogme de l'écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit est gravé dans le marbre, c'est figé. Ça a donné le calcul, ça a donné la démocratie, ça a donné les lois, ça a donné... Toute notre société est régie autour de ce côté dogmatique de l'écrit. Et aujourd'hui, en fait, ce monde-là s'ébranle, est remis en cause, parce qu'effectivement, on est dans le numérique. Le numérique, c'est
Bien sûr, il y a de l'écrit, mais ce côté dogmatique, il s'évapore pour quelque chose qui se réécrit en permanence, qui se reformate, qui est dynamique et qui est contextualisé. Ça fait que globalement, les lois, on doit les repenser, l'organisation de notre société, on doit être repensée. Et bien entendu, on voit bien que la donnée est au cœur de cette mutation de société. Et donc, la gouvernance des données est au cœur de la gouvernance de notre société. Et donc, il faut repenser, bien entendu, la manière de gouverner. Il faut repenser la démocratie. Je dirais qu'il faut peut-être aller vers une res publicum numérique. Donc, une démocratie numérique, comme on voudra. Mais il faut repenser effectivement l'ordre social, le contrat social à l'heure du numérique. Et c'est une page blanche. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un brouhaha, dans une eau déchaînée, je dirais, parce qu'en fait, c'est un mélange. C'est un mélange de deux mondes qui se côtoient, mais qui n'ont rien à voir. L'un est figé et l'autre est beaucoup plus dynamique, contextualisé. Et par contre, ce que je pense, c'est que le Bitcoin et Satoshi nous a apporté la technologie. Et la technologie est au cœur. On a besoin de technologie. Donc on a une technologie qui apporte une confiance, qui est sécurisée. Peut-être qu'elle doit être encore améliorée, mais comme c'est écrit c'est dit dans le mystère Satoshi, ça s'auto-alimente et ça se bonifie. Donc croyons en cela. Et donc le next step, je parlais de Bitcoin 2, je ne sais pas, il s'auto-alimente la civilisation de l'écrit. Et ils ont structuré notre société jusqu'à aujourd'hui, avec l'article 17 notamment qui parle de la propriété. Eh bien, aujourd'hui, relisez ces 17 articles, et je pense qu'il est nécessaire de les adapter à l'heure du numérique, à l'heure de cette nouvelle civilisation, et d'intégrer la notion de gouvernance de la donnée. Si on n'intègre pas cette gouvernance de la donnée, les droits de l'homme sont caducs. Je le dis ici. Et donc je pense que laissons Bitcoin et maintenant réécrivons les droits de l'homme, repensons notre gouvernance, repensons des règles universelles de gouvernance de la donnée. Et je pense que peut-être on pourra aller vers un monde meilleur et c'est ce que je souhaite de tout cœur. Il y a du boulot pour repenser la gestion des données, parce que là, je connais des gros acteurs qui vont pas se débarrasser de la manne aussi facilement quand même. Mais, À ce propos, je me suis entretenu avec quand même pas mal de personnalités sur ce sujet qui m'ont dit effectivement, Emmanuel, c'est titanesque et tu te heurtes à beaucoup d'obstacles et à des intérêts, mais en tant que citoyen, on est derrière toi. Et effectivement, je pense que le seul moyen pour faire bouger les lignes, c'est un mouvement citoyen. C'est le citoyen du monde qui va faire bouger les lignes. Parce qu'en fait, quand il va comprendre que les chaînes sont en train de l'entourer et que bientôt il perd ses libertés, et bien dans ces cas-là, et qu'on lui explique simplement, très simplement, il y a, je pense que tout intérêt qu'il soit, le plus fort, c'est le citoyen. Ouais, vous avez dit encore un sacré paquet de choses très intéressantes. Mais je retiendrai, je pense, surtout ce que tu disais, Stéphanie, sur l'appropriation en fait du Bitcoin, qui brouille totalement le message, effectivement, et qui rejoint après tout votre cheminement, je pense. Mais effectivement, on a un outil qui a été totalement dévoyé et qui l'est encore, mais qui reste quand même, qui sort de chaque crise en fait assez imperturbable, quoi. Et ça je trouve ça assez intéressant. Maintenant, effectivement, c'est dommage que les gens en entendent surtout parler par le prisme des faillites de sites d'échange, par les chutes brutales de son cours, par voilà tout le temps les mêmes choses. Mais je me demande si c'est pas un passage obligé. Quelque chose qui fatalement doit arriver, et parce qu'on est dans cette phase toute jeune d'expérimentation
Et tu citais donc le Web3, les DAO, la DeFi, etc. Bon, c'est des mécanismes expérimentaux. Dommage qu'ils soient faits sur des protocoles assez centralisés parce qu'en fait, finalement, ils recréent ce que la finance a fait de pire. Enfin, ça, c'est Satoshi qui le dit, mais je partage son avis un petit peu. Et ça aurait été... Moi, j'encouragerais en tout cas les développeurs et voilà, et tous les gens qui ont des idées dans ce sens-là à expérimenter sur Bitcoin. Les outils sont là. Ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas hyper utilisés, mais c'est vers là qu'il faut aller parce que c'est un protocole de base qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui est solide et qui sort imperturbable de chaque crise. Donc voilà. Et c'était intéressant ce que tu disais sur la civilisation de l'écrit parce que effectivement, Gutenberg a inventé l'imprimerie et Satoshi a fait l'inverse, mais au niveau numérique. Et donc, effectivement, il a donné une piste, quoi. Voilà. Après, peut-être que ce ne sera pas Bitcoin, peut-être que ça va venir d'ailleurs, mais au moins, il a posé un jalon et il a fait un truc de fou et qui est au confluent de plein de choses. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le documentaire. Le documentaire ne parle pas que de Bitcoin. Il parle de la vie privée, il parle des données, il parle effectivement de la monnaie, etc. Et c'est ça que je trouve assez fantastique avec Bitcoin, c'est que ça vous amène à vous interroger sur tout un tas de trucs auxquels vous n'auriez pas pensé, voilà, auparavant, quoi. D'où vient ma monnaie, comment elle est produite, qu'est-ce que la donnée, est-ce que j'ai le contrôle sur la donnée, enfin voilà, tout plein de choses assez incroyables. Oui. Moi, je vais revenir sur la dernière phrase de Satoshi dans le reportage que tu as pu faire, Émile, dans le documentaire. J'ai voulu créer une alternative aux banques, aux États, aux entreprises géantes et sans visage. La liberté doit être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, dans les périodes de l'histoire où il y a des technologies, il y a des faits politiques, il y a des faits économiques, militaires, enfin, qui apparaissent, c'est vrai que les tenants d'une certaine philosophie, disons, d'équilibre, disent que la liberté doit être reconquérie sans relâche. Je me souviens de Mitterrand avait eu ces paroles qui avaient marqué les esprits à l'époque, enfin, probablement Chirac aussi, enfin, qu'importe, mais ce qui est intéressant aussi dans ce processus, avec une volonté d'équilibrer les choses, je reviendrai peut-être sur cet échéancier de la confiance monétaire dont on parlait tout à l'heure, et on arrive à une confiance ultime, un peu absolue, et j'ai envie de dire, au début était le verbe, et finalement c'est au travers du fait d'échanger, de parler, des choses assez simples, mais le verbe c'est finalement ce qui permet aussi de libérer et de créer. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire ensemble voilà, ce soir, et c'est top, quoi. Ouais. Je vais conclure la conférence, puis ensuite je vais vous laisser poser vos questions. Donc c'était une soirée vraiment riche en enseignements. On a vraiment bien pu comprendre les origines, mais aussi où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller aussi. Donc merci à vous quatre pour votre brillante participation. On est vraiment très très fiers chez Financial Business School de pouvoir avoir hosté cet événement. Donc un grand merci, je vous demande de les applaudir tous les quatre s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre confiance. Et donc on va passer à la partie questions-réponses. Si quelqu'un a une question à poser à nos speakers. Bonjour, merci pour cette conférence. Néanmoins, j'ai une question qui me trotte depuis quelques temps. C'est à propos des fan tokens en fait. Et son émergence, notamment je prends le Paris Saint-Germain et de certains grands clubs, finalement n'est-elle pas le prémisse d'une sorte de révolution pour les entreprises? Là où je veux en venir, c'est est-ce que les grandes multinationales de demain ne pourraient pas elles aussi émettre leur propre fan token en quelque sorte, pour non seulement fidéliser sa clientèle et récompenser ses collaborateurs, et finalement faire une sorte de microéconomie monétaire à travers sa structure? C'est ça ma question. Bah oui, et puis on a vu que ces dernières années, ça s'était développé, effectivement, les entreprises s'y mettent. On a Carrefour qui achète des terrains dans les métaverses crypto, sur The Sandbox notamment. Mais en fait, encore une fois, et pour en revenir à Bitcoin, pour moi, c'est vraiment purement marketing, quoi.
Parce que tant que c'est sur un protocole qui est centralisé et tant que ces entreprises conservent la main sur voilà, le rendement que ça va leur apporter, le nombre de tokens qu'ils vont émettre, etc., l'utilisateur est toujours captif de finalement décisions qu'il et elle ne peuvent pas prendre, quoi. Donc voilà, vraiment c'est ma réponse. Tant qu'on ne construit pas sur un protocole qui a fait ses preuves en tant que protocole décentralisé, ça reste une appropriation un petit peu capitaliste d'une hype, en fait, vraiment, à mon sens. Ok, merci. Sur cette question, il y a possibilité d'étendre aussi la notion de crédit social, et on parle souvent à la chinoise, même si ça a été plutôt créé aux États-Unis à l'origine, les concepts, mais c'est vrai qu'à noter tout, que ça peut être l'amitié dans une école, l'amour, ou ce qu'on voudra, nos collègues, c'est prendre des risques de biais comportementaux qui sont finalement l'inverse de ce qu'on veut créer. Enfin, notamment dans certaines grandes entreprises, ils ont voulu que chacun note tout le monde à un moment donné. Et finalement, ce que ça a créé, c'est beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il fallait être parfait, mais ça a enlevé tout le relief organique d'une relation humaine qui crée des déchets, mais ces déchets peuvent se développer des choses intelligentes. Donc en fait, la tokenisation elle pourrait être extrêmement déterministe, ou elle peut être au contraire plus liquide en créant au niveau d'une banque centrale ou au niveau d'un token plus macro, une volonté de diffuser telle ou telle valeur, mais de manière beaucoup plus libre. Et c'est vrai que le fan token, comme le disait Rémi, ça a une vision qui peut avoir des biais importants. Voilà. Ceci dit, comme toute chose, hein, mais ça peut avoir des biais importants. Je souhaitais vous poser une question à vous, monsieur. Donc, je trouve votre concept, votre idée de repenser la démocratie, repenser le monde moderne actuel avec la donnée. Comme vous l'avez dit, c'est un travail titanesque, donc qui s'oppose à certaines grosses mains, comme on dit dans entre guillemets le milieu. Et comment est-ce que vous souhaitez donc redonner cette souveraineté au peuple, redonner littéralement cette souveraineté? Comment? Je dis c'est donner, pas redonner. Ah oui, redonner, oui, tout à fait. Elle est un petit peu, oui. elle est un petit peu confisquée. En fait, on en est qu'au début, et ce ne sera pas moi, Emmanuel François, c'est un ensemble de personnes qui ont une vision partagée, je pense, et qui veulent aller dans le même sens. Mais c'est un mouvement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais moi, je serai un humble contributeur à cet élan. Mais concrètement, quand je vous parlais d'aller vers d'autres référentiels que l'argent, ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce qu'en fait, là, on est acculé à des vrais problèmes, notamment sociaux, environnementaux, etc. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, partout, on parle d'empreinte carbone et de problèmes énergétiques. On sait quand même que dans l'histoire, ces problèmes-là, c'est parce qu'en fait, on a remplacé l'homme par la machine. Et que la machine, maintenant, elle consomme de l'énergie. Et si demain, on faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, pour économiser du carbone ou de l'énergie, on exploite l'homme. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi il faut plusieurs indicateurs. Il faut un indicateur énergie, un indicateur carbone, mais aussi un indicateur temps de travail. Et donc, quand j'achèterai un produit ou un bien et que dans mon wallet, j'ai aussi le temps de travail en heures de travail, en même temps que j'ai le poids carbone, ben là, effectivement, ça va changer les choses. Et donc, si vous voulez, je pense vraiment que c'est effectivement une nouvelle économie. Et encore plus concrètement, par quoi commencer? Je pense intimement que la prochaine décennie, l'enjeu critique, c'est l'eau. Et si on ne va pas vers une traçabilité de l'eau depuis le début, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on va aller prendre l'eau qui va, je sais pas, qui est en Afrique ou qui est
en Inde, etc. Puis c'est des produits qu'on va importer. Et donc je pense qu'il faut aller, ou au Brésil, il faut aller vers cette traçabilité haut. Et c'est assez, et en fait, c'est très simple, enfin, c'est assez facile. C'est que effectivement, si vous demandez, et vous, d'une manière mondiale, on dit on veut une traçabilité de l'eau, et je vois pas qui va s'opposer à ça, parce qu'en fait c'est un enjeu mondial. Eh bien, on démarre par l'eau, par une traçabilité de l'eau. C'est-à-dire que dès 2025, on commence dans notre toilette à avoir l'empreinte eau de tout ce qu'on achète. Et ça veut dire que si j'ai une empreinte élevée, ben, je vais commencer à me poser des questions. Il faut que ça soit incitatif, il ne faut pas que ça soit coercitif. Mais qu'effectivement, et même au début, je dirais que faut que ça soit ludique. Mais que quelque part, on aille racheter donc, des tokens eau en échange pour avoir rééquilibré son poids eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, voilà, ça c'est à travailler, c'est à mettre en place. Mais effectivement, il faut bien, il y a une idée, et après, je réfléchis, moi, c'est par quoi on commence. Et je me dis, ça peut être une piste, mais il y en a peut-être encore d'autres. Quand même assez intéressant dans cette capacité que donnent toutes ces technologies qui sont nées de Bitcoin, c'est vraiment pour moi la capacité de redonner, comme vous le mettiez en avant, la démocratie à l'individu, et donc aussi aux politiques. Et il y a eu une forme de scission de l'argent et du business vis-à-vis du monde de l'agora politique ces dernières décennies. Et là, technologiquement, on peut facilement le remettre en jeu, même si c'est extrêmement difficile. Après, sur les points de vue que tu mettais en avant, Emmanuel, sur la tokenisation, je crois qu'il faut vraiment, vraiment faire attention sur ces aspects-là, entre donner un aspect très solide à ces éléments-là, qui sont porteurs de solutions, et un aspect ou plus liquide ou gazeux qui garde l'esprit d'une philosophie libérale sur ces thématiques. Parce que sur tout ce qui est empreinte carbone, sur tout ce qui est consommation d'eau, si les choses sont trop déterministes et solides, ça crée des économies très orientées. Alors ceci dit, vous me direz, finalement, le capitalisme dit libéral, il s'est beaucoup orienté vers une économie très orientée par le profit uniquement. Donc on est tous très marqués finalement par une orientation invisible, mais qui est très présente. Mais je crois qu'il y a beaucoup de questions à poser, beaucoup de réponses. Et dans le cadre de ces réponses, ce qui est intéressant, c'est que c'est la démocratie qui reprend son droit par rapport à une vision de la société, par rapport à la liberté unique de l'argent qu'on a connue dans ces dernières années ou ces dernières décennies. Sur les sujets de démocratie et souveraineté, moi j'ai tendance à ne plus le regarder du tout sous l'angle de la monnaie. Je ne crois plus trop que ce soit l'angle où on puisse récupérer ou avoir de la souveraineté, de la démocratie. En revanche, je reviens toujours sur la notion de la donnée. Et un exemple que tu aurais pu donner, parce que tu m'en as fait prendre conscience, tu avais parlé avec des maires, et notamment un architecte italien qui fait en France quelque chose que j'ai trouvé vraiment très original, et en tant que citoyen, ça m'a éveillé, c'est qu'il construit des data centers locaux. Il y a des villes dans la région parisienne, et en fait, l'idée, c'est que, par exemple, tes données d'identité, de consommation d'eau, etc., soient stockées localement. Et tu vois que presque physiquement, on ait cette conscience que des données qui sont importantes, sensibles, sont conservées dans des data centers publics, enfin, publics au sens n'appartenant pas forcément tu vois, à un opérateur privé. Et en fait, ramener l'information, parce que c'est vrai que la data, c'est pas tangible, c'est intangible. C'est ce qui est compliqué dans l'ère numérique. On passe dans un autre espace-temps qui est assez invisible. Et je trouvais ça malin de la part d'un architecte, et je crois que c'est à Clamart ou je sais pas où, il a fait un data center qui ressemble à R2D2 de Star Wars. Et on a besoin de passer par quelque chose qui nous parle. Et je m'étais dit, tiens, c'est vrai qu'en tant que citoyen, si quelque part je savais que dans un data center, et que d'ailleurs je paye des impôts localement, etc., ça redevient tangible et je suis alertée. Alors je sais bien, quand je dis ça, il y a des sujets de sécurité ou autres, etc., il peut y avoir des backups. Mais je trouvais que ce projet qu'avaient certains maires et cet architecte, c'était malin. Et pas aller taper sur les très gros, on n'y arrivera pas, mais essayer. Et je pense que tu vois, des choses très pratiques comme ça peut vraiment être très efficace. Merci, parce que tu as complètement raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui est lié à ce que je vous ai dit. Enfin, ce que j'ai dit, c'est que il faut que les données, elles soient incarnées dans un lieu physique. Et que si on parle d'une gestion locale des données, il faut que physiquement, elles soient locales, elles non pas dans le cloud d'un tiers. Et donc, ensuite, si vous voulez, il y a une
Bien entendu, si on parle par exemple pilotage énergétique, elles sont chez moi, elles sont ensuite dans mon immeuble, elles sont dans mon quartier. Et si on veut les globaliser, on va les globaliser pour un pilotage énergétique à l'échelle du quartier. Mais ça passe par une acceptation de la base et non pas par l'inverse. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous donne cet exemple-là, on pourrait l'appliquer à plein d'autres exemples. Et c'est pour ça que je disais, il faut repenser le système à 180 degrés. Et donc tu as bien raison de le dire parce que c'est fondamental. Et bien sûr, la donnée, c'est notre revenu de demain. Parce que, évidemment, la monétisation de la donnée, bien sûr que l'économie va s'ouvrir, qu'il y aura une forme de monétisation de la donnée. Donc, c'est aussi ça. C'est vrai que moi, maintenant, je vois les bases de données comme des banques de données. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au maire de France mi-juillet à Fontainebleau. Je leur disais, vous avez un devoir, c'est d'être le tiers de confiance des données communes de la communauté et des citoyens. Et vous êtes responsable de ces données. Et vous devez organiser les données. Donc, effectivement, et c'est là où vous allez retrouver une certaine légitimité et potentiellement également une source de revenus pour la commune. Merci beaucoup pour cette conférence qui était vraiment passionnante et je crois assez rare d'avoir des interventions aussi qualitatives sur ces sujets. J'avais une question, je vais juste rebondir en fait sur ce que vous venez de dire par rapport à la data et notamment à la monétisation de la donnée. En fait, aujourd'hui, la donnée est quasiment déjà devenue une sorte d'actif à trader. Donc, on voit qu'il y a des marketplaces, des data marketplaces donc, qui émergent, et notamment des acteurs dans l'agroalimentaire et autres. Du coup, la question que je me posais, c'est que demain, est-ce que ça pourrait devenir une monnaie en elle-même, in fine la donnée, sachant qu'on parle de données non personnelles, mais finalement, tout individu pourrait très bien avoir aussi une valorisation de ses propres données à titre personnel et finalement pouvoir les trader. En fait, dans ce qu'on est en train d'écrire dans la réécriture des droits de l'homme, si vous voulez, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le système Internet aujourd'hui il est vicié et même le système qui tourne autour du numérique. Je vous donne un exemple pour que ça soit très concret. Je tairai la société. Aujourd'hui, en pilotage énergétique, il y a des grands acteurs qui vont vous mettre une sonde de température chez vous pour réguler l'énergie. Et c'est gratuit. C'est gratuit, donc tout le monde va accepter. Hein, et donc là, comme en plus il y a des crises énergétiques, donc c'est gratuit. Je lui pose la question, d'accord, tu vas apporter un service dans les logements sociaux, etc. Mais quand même, ça serait bien que le bailleur social puisse avoir accès à cette donnée. Parce qu'il va pouvoir en déduire d'autres choses, faire des services. Et ne serait-ce que savoir si les gens se chauffent bien, etc. Ah ben non, ça c'est ma donnée. Eh bien, c'est là où je dis, hors question. C'est-à-dire qu'il faut changer le système tel qu'il est. C'est pas parce qu'en fait, j'ai payé une sonde de température que c'est ma donnée. Non, parce que c'est la donnée de qui? C'est la donnée d'une personne qui vit. Et c'est sa donnée. Et c'est pas parce qu'on a acheté c'est comme si, en fait, j'avais un appareil photo, je prends une personne en photo, et je dis, ben non, cette photo m'appartient. Ben non, c'est aussi mon image. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'il faut changer cette règle où, parce que j'ai acheté quelque chose, ça m'appartient. Non. En fait, c'est pour ça qu'on dit la donnée consubstantielle. Et donc ensuite, d'où l'importance de la blockchain, c'est-à-dire qu'il faut tracer cette donnée et ensuite l'intégrer dans une globalité. Et c'est l'enjeu à venir. Mais je pense que c'est possible. Le problème d'injecter la donnée dans une blockchain, c'est que la blockchain, pour l'instant, on ne peut pas réécrire dessus. Et que tout d'un coup, le droit à l'oubli n'existe plus. Donc il faut trouver un moyen, un système de quand même avoir voilà, ces protections contre le... En fait, je ne sais pas si c'est à la base fait pour ça. Il faut trouver un mécanisme qui soit... Voilà, c'est ça. Mais moi, je mettrais quand même l'accent sur le risque. Enfin, c'était pour revenir à la question aussi sur les fan tokens, c'est-à-dire qu'à hacher les dimensions individuelles, les différentes dimensions de l'individu, les dimensions de la société de manière trop marquée, on arrive sur une société où tout peut être marchand, tout peut être hyper statique, comme on dit en physique, et on essaye de contrôler tous les paramètres, et ça casse aussi
Donc il faut un juste équilibre, et il est vrai que la donnée sans argent, c'est très très déterministe, et l'argent, c'est une manière de fluidifier tout ça. Et donc l'argent, on parle notamment des argents colorés ou des argents orientés, ça c'est une manière de rendre les choses un peu plus liquides dans ce rapport à vouloir orienter une société dans telle ou telle philosophie, sans pour autant rentrer dans un mix entre ce que quelque part les économies orientées ont de pire et ce que la marchandisation capitaliste a de pire. Donc il y a probablement un équilibre qui techniquement est possible, mais je pense qu'il faut être vigilant de ce point de vue-là. Bonsoir. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que l'entrée en vigueur prochaine du règlement MiCA par l'Union européenne, ça va impacter négativement le développement de l'univers des cryptoactifs? Et en général, qu'est-ce que vous pensez de réglementer l'univers des cryptoactifs? Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec la philosophie même, par exemple, du Bitcoin, qui se veut anonyme, libre, etc.? C'est vraiment une très bonne question. C'est dommage qu'on n'ait pas un expert en réglementation, en MiCA, parce que MiCA, c'est vraiment... il y a plein de tenants et aboutissants sur ce sujet-là. Ça va impacter les cryptoactifs, ça c'est sûr. Après, j'ai l'impression qu'ils essayent de construire ensemble un ensemble de règles et de textes qui ne soient pas trop délétères pour cet écosystème-là. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'était que finalement, un protocole comme Bitcoin, peu importe la législation, en fait, il continuera toujours son bout de chemin. Vous pouvez l'interdire au niveau de la loi d'un pays. Vous ne pourrez pas contrôler chaque individu. Vous ne pourrez pas savoir s'il y a un nœud qui tourne dans une cave ou si deux personnes se sont échangées du Bitcoin de la main à la main. Donc, et le programme, de toute façon, il est là. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est devenu tellement ramifié. C'est une toile d'araignée, en fait. Maintenant, si vous vouliez l'interdire, il faudrait déjà que tous les pays se mettent d'accord sur un angle d'attaque. Et en fait, c'est juste... même s'ils se mettaient d'accord, ce serait juste impossible. Il y aurait toujours un nœud en Antarctique, un nœud je ne sais où, et puis ça fonctionnerait toujours. Voilà, ils ont même mis la blockchain Bitcoin en orbite autour de la Terre, donc de toute façon... En fait, ce qui est intéressant avec les cypherpunks, c'est qu'ils prévoient les pires choses qui pourraient arriver, et ils trouvent des solutions. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus Internet? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'électricité? Voilà. Et en fait, ils trouvent à chaque fois des solutions. Donc pour la réglementation, voilà, c'est pareil. Mais je fais encore une fois le distinguo entre Bitcoin et les cryptoactifs, les altcoins, voilà. Sur la question de la réglementation, je vais te partager un point de vue qui est... Alors, je ne te dis pas si c'est le mien ou pas, mais en tout cas, ça a été sorti par deux économistes américains dans un article du FT de Financial Times cette semaine. Le titre, c'était « Let the crypto burn ». Et en fait, ils avaient un nom vraiment intéressant. C'était de dire, en fait, à partir du moment où vous allez commencer à réguler, on institutionnalise. Et là, évidemment, toutes les banques, etc., etc. Enfin, il y a un jeu de dupes un peu là-dedans. Donc, on institutionnalise. Est-ce qu'on protège vraiment le citoyen, le consommateur? Ce sera un peu toujours les mêmes qui paieront à la fin de la journée. Et donc, laisser opérer, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Froide, c'est bien ça? Et qu'en fait, c'était pas idiot comme approche. C'est-à-dire, si on laisse faire, justement peut-être que tout ce qui se joue autour de Bitcoin, ou même les différents comportements voilà, qu'on peut avoir les uns et les autres, un peu spéculatifs, on veut gagner ou autre, de même, on fera attention la deuxième fois. Et j'ai vraiment trouvé ça très malin. Effectivement, c'est un peu un parti pris, c'est pour ça que lâchement, je me mets derrière, mais c'est vrai que la régulation... Voilà, qui elle défend, quoi. C'est du protectionnisme par les normes, etc. Et alors, ce let the crypto burn, j'ai trouvé ça assez délicieux. Sur la question de la régulation, moi, ce que je trouvais assez intéressant, mais qu'on peut étendre à beaucoup de sujets au-delà des cryptos, c'est que finalement, la manière dont c'est régulé, c'est souvent une opposition. C'est un équilibre qui est lié à une opposition entre des puissances assez fortes. C'est-à-dire une finance forte, un conservatisme fort du système financier traditionnel, et de l'autre côté, une finance de la crypto qui est aussi très fortement marquée dans sa logique. Et ce qui est assez dommage, à mon sens, c'est que le jeu d'équilibre se fait moins via, je dirais, les modérés.
il se fait via les extrêmes, par une opposition d'extrêmes. Et c'est vrai sur plein de sujets aujourd'hui, de société, de politique, où on est pour ou contre, et alors que, notamment dans l'école philosophique française, on a tous après à faire thèse, antithèse, synthèse. Et je pense faire la synthèse, on a du mal à le faire sur ces sujets, parce que c'est des oppositions de clochers qui sont en réalité pas conformes à la réalité complexe des objets dont on traite, quoi. C'est drôle parce que tu parlais d'institutionnalisation et en fait je crois que c'est déjà le cas parce qu'on a effectivement des choses qui se négocient en bourse, on a voilà, des grandes entreprises comme JP Morgan qui s'approprient ces nouvelles technologies, donc qui leur donnent en quelque sorte leur lettre de noblesse. Donc après, pour répondre à cette question, à titre personnel, c'est pas, ça doit arriver, quoi, je pense, en fait, fatalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que s'ils vont vers des protocoles qui sont faillibles, et on l'a vu, il y a des fonds d'investissement qui avaient des billes dans FTX, il y avait beaucoup de billes dans FTX, ils vont avoir mal, quoi. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, Bitcoin continue son bout de chemin et indifférent à l'adoption par tel ou tel pays, telle ou telle entreprise, tel ou tel groupement d'individus, quoi. Je pense que on a deux mondes qui sont deux univers qui sont différents. Et c'est ce que je disais, c'est que là, ils vont pas se mélanger parce que c'est des modèles qui sont inversés. Donc, je suis pas devin, mais en tous les cas, je pense qu'on a effectivement une nouvelle économie qui est en train de se dessiner et qui remet forcément en cause le système tel qu'il est, et donc l'organisation économique telle qu'elle est, et donc les acteurs tels qu'ils sont. Donc, je ne dirai pas plus, on va voir comment ça évoluera, mais je pense que on peut être surpris de l'avenir. Non, moi, j'avais juste un truc assez court, mais c'est vrai qu'il y aura les JP Morgan de la crypto, et puis il faut qu'il y ait les Jean-Pierre Morgan, quoi. Voilà. J'ai juste une dernière question, moi je vais me la permettre de la poser. On sait que l'univers crypto suscite beaucoup de débats. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là. Et beaucoup de gens ne maîtrisent pas forcément le sujet et sont encore dans l'illusion que c'est le Superman de la finance et que c'est aussi simple que ça. Ils sont dans une vision très manichéenne du système méchant financier et du système gentil crypto, ou l'inverse. Donc là, avec le certificat, on a la vocation de former des personnes à ce sujet-là. Et donc ma question, elle est simple. Quel conseil vous donneriez à un novice qui se lance sur le sujet, qui veut apprendre, pour qu'il se forme, certes, mais qu'il ne soit pas dans l'illusion de ce que les cryptos peuvent représenter? En 2-3 mots, si c'est possible. Parce qu'avec Internet, il y a la capacité à comprendre la technologie, à comprendre tout ce que ça peut faire de très divers et varié, et de rentrer vraiment dans le sens économique de ce que c'est capable de faire, au-delà de l'aspect strictement spéculatif qui existe à tout à chacun, mais le fait de gagner de l'argent de manière, monolithique, ça doit absolument pas être la manière dont on rentre probablement dans ces sujets-là. Parce qu'il faut savoir que sur les grandes plateformes d'échange, je veux dire, le trader du quotidien, 90% d'entre eux perdent de l'argent, donc en fait c'est un biais statistique que de penser qu'on va tous devenir millionnaires avec ça. Oui, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que pour comprendre Bitcoin, il faut l'appréhender autrement que par son prix et sa valeur. Et il faut vraiment revenir aux fondamentaux, relire les textes, le manifeste du cypherpunk, le manifeste du crypto-anarchiste, la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et puis ensuite, il faut jouer avec, je pense. Il faut essayer de s'en procurer, de faire des transactions, de voir comment ça fonctionne. Et puis voilà, pas chercher effectivement à faire une plus-value parce que vous n'y arriverez pas.
Et puis essayer de bien choisir les influenceurs que vous allez suivre. Voilà. Essayer d'avoir des contenus qui sont non sponsorisés, par exemple. Oui, moi je rejoins ce qui est dit et je pense qu'il faut partir d'exemples d'usage, des cas d'usage simples. Je me souviens quand j'étais en école de commerce, on avait des jeux de rôle, mais des vrais jeux. Pourquoi pas avoir un jeu où justement on va expérimenter les usages du Bitcoin. Alors, c'est pas facile de répondre à cette question à Financial Business School, mais j'aurais tendance à dire apprenez bien ce qu'on vous apprend et puis vous l'oubliez tout de suite et doutez tout le temps, pardon. C'est pas facile parce que je pense que c'est pas pour rien que le World Economic Forum nous a parlé de Great Reset. On a rigolé, etc., mais il nous parle de grande industrialisation parce que le système est dans le mur, il est dans l'impasse. Donc, et je vais citer, je vais pas penser par moi-même, je vais citer des personnes, par exemple Raphaël Rossello, qui est, je crois, professeur à Financial, que vous avez peut-être eu un certain nombre d'entre nous parle, et je vous conseille d'écouter ses conférences, sur le fait que la croissance est une imposture, et qu'en réalité, ça fait depuis 40 ans que l'Occident, le monde entier est en récession et est en régression. En fait. La croissance est fake. Jacques Delarosière, un grand monsieur de plus de 90 ans, il a été patron du FMI, bien avant Strauss-Kahn, et il a été gouverneur de la Banque de France. Il vient de sortir un livre, et il nous dit, je vais lire son titre, « En finir avec le règne de l'illusion financière ». Ça fait 50 ans qu'on est dans l'illusion financière. Alors c'est compliqué, parce qu'on apprend des techniques qui nous mettent dans le mur. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai quitté un système qui était... Voilà, on ne peut pas critiquer ce système-là, mais... Ah si, une autre référence que je vais vous donner. Lisez. Le titre est horrible, on dirait du Hanouna, c'est Le mensonge de la finance. Nicolas Boulot. Ce monsieur, il est mathématicien et il a été patron de l'école des mathématiques françaises et c'est lui qui a été à l'origine de toute la finance moderne dans les années 80-90. Donc tous les algorithmes des salles de marché du monde entier, parce qu'on a nourri à coups de polytechniciens géniaux français toutes les salles de marché du monde entier, donc il était au cœur de ces algorithmes financiers qui ont été mis dans les systèmes informatiques. Et ce monsieur, il nous dit, en fait, il décrypte très bien comment on a mis tout le système financier pour que ça fonctionne bien, au service, derrière il y a la théorie de l'arbitrage, mais au service de la spéculation et on a besoin de volatilité. Et donc le système, il fait ça. Le problème, c'est qu'il fait ça à 98% aujourd'hui. Donc on se retrouve à avoir en fait, on devrait avoir une finance au service de l'économie qui est au service de l'humain, et aujourd'hui on a l'humain qui pédale après l'économie, qui elle-même sert la finance. C'est un truc de dingue. Et alors vous êtes à Financial Business School, et il n'y a aucune raison qu'on ne vous apprenne pas toutes ces techniques comme des systèmes dans le mur depuis 30 ans, et pourtant, il faut les apprendre, peut-être pour complètement reconstruire autrement. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à nos speakers. Encore une fois, on a été très très fiers de hoster cet événement chez Financial Business School. Et puis on vous libère. Encore une fois, merci et puis à très bientôt.